Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Anne Bonzoumé. Anne fait partie des personnes que je catégorise comme étant des phénomènes. Anne a 70 ans et a parcouru des dizaines et des dizaines de marathons dans divers pays, a aussi fait 9 marathons des sables et bien d'autres courses impressionnantes. On parle avec Anne de comment est-ce qu'elle a commencé la course à pied, qu'est-ce qui l'anime dans la course à pied, pourquoi elle continue et quelles ont été ses difficultés passées et présentes. Bref, un épisode fascinant avec Anne qui nous apporte beaucoup de sagesse et de passion de la course à pied dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Anne. Comment vas-tu, Anne ? Bien, je me lève, donc tout va bien. Super, il est 10h du matin, Oui. on est au début de l'hiver, de l'automne. C'est un petit peu une période qu'on n'aime pas trop, les coureurs. Enfin, on aime un petit peu moins cette période parce qu'il faut aller souvent courir de nuit, s'entraîner dans le froid. Toi, comment tu la vis cette période ? Bah écoute, je fais un peu au feeling. Tu vois, ce matin, je me suis levée tard parce que ils annoncent la tempête, il y a de la pluie, il y a beaucoup de vent. Donc, je fais un peu au feeling. Je vais y aller tout de suite après notre discussion. Cet après-midi, je vais au golf, malgré le mauvais temps. Mais donc, je le fais en fonction de comme je le sens et à l'heure que je le sens. Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est l'été, quoi. C'est sûr, on préfère. Alors, Anne, on a déjà un petit peu commencé notre conversation, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien, donc déjà, j'ai 70 ans et je cours depuis une quarantaine d'années. J'avais 26 ans quand j'ai commencé à courir. Je suis toujours en activité, malgré que je sois retraitée, je maintiens une activité professionnelle parce que je trouve que ça maintient en forme. Euh, je fais plein de choses en plus de la course à pied. Comme je disais tout à l'heure, je golfe, je fais aussi de la randonnée. Et je suis quelqu'un qu'on pourrait dire de très actif. Et alors, pourquoi t'être mis à la course à pied à 26 ans ? Parce que je rappelle que la première femme qui a couru officiellement un marathon, c'était Catherine Switzer en 67. Quand tu avais 26 ans, je ferai pas le calcul en tête, mais c'était Mais pas courant. j'ai commencé donc à courir 10 ans plus tard Hmm. que Catherine. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on courait, euh, d'ailleurs j'ai commencé un livre là-dessus, que j'ai du mal à finir, enfin j'ai commencé un livre là-dessus, on n'était pas très bien perçu. Hmm. Ça se faisait, bien sûr, hein, il y avait plein de gens qui couraient, mais plein de femmes qui couraient, mais on avait beaucoup de commentaires négatifs, quoi. Et donc, moi, je me suis mise à courir un peu par le hasard, comme toujours, hein, toutes les choses se font assez intuitivement. Chez moi, on ne faisait pas de sport. Chez mes parents, on ne faisait pas de sport. Le sport, c'était pas une direction où on devait aller, nous, en tant que filles. Et donc, j'ai dû attendre 26 ans pour commencer à courir car je m'étais inscrite dans un club de karaté. Je faisais du karaté, du Shotokan, du Nambudo. Et là, dans l'entraînement, ils nous demandaient aussi de courir, de faire le tour de la résidence, de là où on était. Ça a commencé un peu comme ça. Et puis là, on se heurtait à des petits commentaires négatifs. Je me suis dit, bon, il faut pas les écouter. Donc j'ai continué un peu. Et puis le fait C'était de quoi ces commentaires ? moi, je veux pas le dire là, mais bon, c'était très sexiste, hein, quoi. Donc, Non, mais en fait, ça te semble tellement hallucinant maintenant en 2021 oui, que oui, oui. c'est. Mais tu sais, il y a encore pas si longtemps, il y a encore 20 ans, même dans les clubs où j'étais, on avait des commentaires hein, quand on courait. Et donc, je suis passée outre ça, mais j'ai dû déménager, donc j'ai laissé tomber un peu ce plaisir de courroter comme ça. Et 3 ou 4 ans après, dans mon nouveau lieu de résidence, j'ai commencé à courir un peu plus, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'était que les week-ends, le samedi et le dimanche. Et puis un jour,
j'étais en région parisienne et j'ai eu le coup de fil d'un ami qui avait des gros soucis familiaux. Et je ne savais plus comment lui remonter le moral. Et à côté de mon téléphone, qui était un téléphone fixe à l'époque, à côté de mon téléphone, il y avait la publicité des 20 kilomètres de Paris. Hmm. Et donc je lui ai dit, mais tiens, si avec ta famille et ma famille, on faisait les 20 kilomètres de Paris. Il m'a dit, mais on n'a jamais fait 20 kilomètres. Je dis, nous non plus, mais c'est pas grave. Au moins, on va penser à autre chose, on va faire autre chose et on va faire une pasta partie. Pour moi, course, j'avais entendu dire égale pâte. J'en avais encore jamais fait de pasta partie. Donc c'est ce qu'on a fait. On a souffert terriblement lors de nos 20 kilomètres de Paris, parce que bien sûr, on n'était pas équipés, on n'avait pas de bonnes chaussures de course, on n'avait jamais fait 20 kilomètres. On a tous fini nos 20 kilomètres, un peu dans la raideur, mais on a tous fini. Et eux n'ont pas poursuivi la course en général. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je vois tellement de gens qui prennent plaisir là à courir. En plus, c'est beau de pouvoir courir dans Paris, c'est beau de pouvoir courir le long de la Seine ou courir dans le bois de Boulogne et tout. Donc, je vais continuer. Et à partir de là, plus rien ne m'a arrêté. C'est vrai ça qu'au début, la course à pied, c'est une vraie, souffrance, une vraie douleur et puis qu'au fur et à mesure des entraînements, ça devient, un vrai plaisir et puis, ça se transforme même en besoin. Certains passent du côté obscur en transformant ça même en addiction. Toi, est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce stade ou ça a évolué comment? Non, moi, tout le monde me prédisait justement les pires mots. On me prédisait, attention, quand les coureurs s'arrêtent, après, il y a la dépression qui arrive. Bon, il m'est arrivé une fois ou deux de devoir ne pas courir pendant 2 mois ou 3 mois pour X raisons. J'ai jamais eu de problème psychique là-dessus. Tu te fais une raison. Si tu t'es cassé un bras, bon, tu peux pas aller courir, c'est tout. Non, c'est devenu un plaisir, c'est devenu un besoin, comme je le dis très souvent, c'est comme laver les dents ou prendre ma douche tous les jours ou manger ou boire mon café tous les matins. Ben, courir fait partie de ma routine. Et dans cette routine, si je ne l'ai pas, je suis pas pareil que les autres jours. Mais ce n'est tout de même pas une addiction dans le sens qui me rendrait dingue, non. Je me dis, bon, tant pis, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller courir parce que il y a la tempête. Bon, je sais que j'irai courir demain ou après-demain et que ça sera que meilleur parce que je l'aurais désiré un peu plus. Mmh. Et alors tu disais, avoir commencé un ouvrage. Pourquoi avoir entrepris cette démarche et quel était l'objectif derrière ce Mais livre? justement, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était pour dire comment la course avait évolué, comment le regard des autres avait évolué sur la course. Maintenant, la France entière court, le monde entier court, quels que soient les pays, bon, sauf les pays euh, qui ont d'autres soucis que d'avoir des loisirs. Euh, mais dans tous les soucis, dans tous les pays où on se permet d'avoir des loisirs, tout le monde court. Et j'ai vu le chemin qui a été parcouru, déjà un chemin, je dirais, de vêtements techniques. Maintenant, si tu n'as pas le vêtement technique adéquat, euh, il te semble que tu ne peux pas aller courir. Si tu n'as pas la montre connectée, il te semble que... Et je voulais dire dans cet ouvrage, tout le chemin parcouru. Moi, quand j'ai commencé à courir, les premiers mois, voire les 2 premières années, j'ai couru avec des chaussures de salle de sport. À l'époque, c'était la période où on faisait de la gymnastique, on faisait de l'aérobic. Euh, on avait des chaussures de salle de sport, un peu comme des tennis, on appelait ça des tennis. Euh, donc ce livre, c'était pour parler de toute l'évolution qu'il y avait eu, et puis surtout le regard des autres. Maintenant, tout le monde a envie d'aller courir, même celui qui a priori n'a pas de propension à aller courir, se dit tiens, je voudrais y aller, je veux me fixer un objectif et y aller. Donc voilà, ce livre, c'était pour parler de ça. Mmh. Et alors du coup après ce premier er 20 kilomètres, tu t'es dit, «Moi je vais continuer». Qu'est-ce qui tu penses qui a fait la différence entre, toi qui as continué et tes amis qui se sont arrêtés? Qu'est-ce qui s'est passé de différent? Je pense que eux n'ont pas trouvé d'intérêt. Ils ont couru pour eux-mêmes, pour le loisir, si tu veux, hein. Ils ont continué de courir de temps en temps, 3/4 d'heure ou 1 heure le week-end.
Moi, j'ai trouvé plaisir à aller m'inscrire tous les dimanches sur une compétition. Je prenais ma petite voiture et j'allais, je rayonnais tout le quartier, toute la région. Euh, je crois que ça vient aussi peut-être de mon tempérament où je suis toujours quelqu'un d'engagé. C'est pareil professionnellement, c'est pareil familialement, c'est pareil. Je suis quelqu'un d'engagé et je veux toujours aller voir ce qu'il y a derrière. Je veux toujours faire un pas de plus pour voir ce qu'il y a après. Et donc, j'avais cette curiosité de voir, il y a des gens qui en font plus, donc, qui font mieux et qui vont plus vite. Alors, le fait d'aller plus vite, ça ne m'a pas, c'est pas ça qui m'attire. J'ai vite compris que je pourrais pas aller plus vite ou guère plus vite que ce que je pouvais faire. J'ai vite compris que pour s'améliorer en vitesse, il fallait faire des entraînements plus spécifiques, plus de fractionnés, de courses en côte, plus de choses auxquelles je n'adhérais pas. Moi, je cours vraiment pour le plaisir, pour le bien-être, la satisfaction de l'avoir fait. Un peu comme pour le travail, j'aime avoir la satisfaction du travail bien fait. Ben, courir fait partie de mes moments de satisfaction. J'ai envie de me faire plaisir. Ce sont des moments pour moi, euh, pendant lesquels rien d'autre ne compte, si ce n'est le bien-être et le sentiment que dès que j'aurai fini, je vais être encore mieux. J'aurai pris ma douche, je serai apaisée. Et je dis que le fait de courir comme ça, j'ai le sentiment que ça me lave, que ça me nettoie, et qu'après je suis comme quelqu'un qui renaît de son effort. Voilà. Hmm. C'est intéressant ce sentiment qu'on a tous un petit peu de... Parfois, on hésite à sortir, mettre les baskets. Encore ce matin, mon fils, qui a presque 5 ans bientôt, me disait bah, je suis content d'être sorti, prendre l'air. Au début, je voulais pas, et maintenant, je suis content de l'avoir fait, d'être sorti. Et c'est le lot un peu de tout le monde hein, qui sort, qui va prendre l'air, qui va faire du sport. On a souvent cette sensation derrière de bien-être. C'est ça, et beaucoup de gens qui n'ont pas encore franchi ce pas, je, je- j'essaie toujours de les convaincre, dire mais allez-y, essayez, vous verrez. Euh, Par contre, ne cherchez pas à faire 20 km ou 50 km, non. Faites le tour de votre pâté de maison, sortez, allez marcher, allez ramasser des champignons, allez ramasser des trèfles à quatre feuilles, regardez les herbes, regardez les fleurs, regardez les trucs. Sortez et vous verrez, vous reviendrez changer. Hmm. Alors, à la suite de ce 20 km, donc tu as continué l'entraînement pour te diriger tranquillement vers la distance marathon. Oui, Euh, et puis, tu ne t'es plus jamais arrêté. c'est ça. Alors, comment ça s'est passé cette transition vers le marathon? Bien, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait 20 kilomètres, et puis des semis, et puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a le marathon. Alors ça fait toujours rêver, enfin ça faisait toujours rêver, mais je pense que ça fait rêver encore bon nombre de gens. Et, et puis bien sûr, tout de suite, je voulais le marathon de New York au plus vite. Et donc ça m'a boosté terriblement. J'ai tout de même fait un marathon en France, à Paris, et j'en ai fait d'autres dans les Hauts-de-Seine et tout dans la région au début. Et, Et puis après, j'ai voulu aller à New York. J'avais jamais pris l'avion. Enfin, j'avais jamais pris l'avion, oui, sur New York en plus. J'avais jamais été à New York. Et je suis partie seule. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas partir seule avec le dossard du marathon de New York. Il fallait partir via une association, hein, via une agence de sport, hein. Mais j'étais seule parmi d'autres gens. Et pour moi, ça a été une découverte, quoi. Le fait de partir seule au milieu d'autres coureurs. Tous les gens étaient seuls pratiquement, mais on s'était regroupés en coureurs. Et là, j'ai découvert une communauté. J'ai découvert ce que voulait dire la communauté. Et c'est ça qui m'a boosté en me disant, ben voilà, maintenant je veux être dans ce milieu-là. Et depuis, je n'ai plus quitté ce milieu. Hmm. Alors, c'était en quelle année ce premier marathon de New York? Je crois que le marathon de New York, je sais plus, je crois que c'était 93 par là, dans les D'accord. début des années 90. Donc ça a été vraiment le marathon révélation. Oui, oui, ça a été le truc qui m'a fait découvrir déjà le voyage sportif, le voyage dans une communauté où on parle le même langage. On est tous en train de parler de notre temps, de notre montre, de notre chrono, de notre t-shirt. Euh, j'ai adoré cette ambiance-là.
Et après, bon, je n'ai plus arrêté, j'en faisais le plus possible, mais c'est vrai que c'est difficile quand on a une vie professionnelle, et que tout le monde a, hein, une vie familiale, que beaucoup de gens ont aussi. C'est difficile de conjuguer le tout, c'est difficile de conjuguer l'entraînement, l'engagement, l'objectif, hein. Quand on se met un objectif, il faut les tenir les semaines d'entraînement. Et ça, quand on a cette vie de tout le monde, c'est pas facile. Alors donc j'avais compris qu'il fallait pas se fixer des objectifs trop imprenables parce qu'on n'est pas à l'abri je sais pas, d'un rhume, pardon, d'une maladie, enfin quelque chose, ou d'une réunion, ou de réunions professionnelles qui nous empêchent de se libérer. Donc j'avais compris qu'il fallait que je reste à mon niveau et que je prenne plaisir. Donc à partir de là, je me suis inscrite à plein de marathons et j'ai continué jusqu'à ce qu'un jour, je trouve que je ne progresse plus du tout dans le marathon. Et là, je participais à une réunion de travail avec la société dans laquelle j'étais. Et lors d'un atelier entre collaborateurs, il fallait qu'on se donne un objectif difficilement atteignable. Et la personne, mon collègue qui était en face de moi, à qui je devais donner mon objectif difficilement atteignable, je lui dis, écoute, je voudrais que tu me coaches pour mon 100 km. On m'a dit, mais tu es folle, 100 km. Oui, c'est difficilement atteignable, donc voilà, je voudrais faire un 100 km et bien sûr faire Millau, puisque c'était comme New York, c'était pour moi des mythes. Et donc, on a dit banco et je me suis entraînée. Un entraînement bien sûr plus intense que pour un marathon. Et là aussi, ça a été une révélation, les 100 km. Un bonheur total. Alors justement, en parlant de bonheur et de révélation, j'ai jamais fait de course sur route, ni même un 5 km, un 10 km, encore moins un marathon et encore moins un 100 km. Je prends beaucoup de plaisir dans la pratique du trail, parce que la nature, etc. Qu'est-ce que toi, tu trouves comme plaisir à la course sur route? Mais déjà, tu vois, ça montre que tu es plus jeune que moi, parce qu'à l'époque, le trail n'existait Ça pas. n'existait pas. Ça Ça, il s'appelait y avait course en montagne. Oui, voilà. Mais bon, si tu habitais pas la montagne, le C'était trail compliqué. n'existait pas. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, je m'y suis mise parce qu'il y a de moins en moins de courses sur route. Mais sinon, je n'aimais pas le trail et je dois dire que c'est pas ma tasse de thé, le trail. Mais je me suis mise et maintenant, comme tout, j'arrive à, à me convaincre que ça me plaît et j'en fais. Donc, course sur bitume, c'est la course sur route, c'est pour moi le sentiment d'évasion. C'est comme si je partais en voyage. Je pars. Il me manque que ma valise, et encore, j'ai toujours mon sac à dos, mais il me semble que je pars. Ça y est, c'est le début, je m'en vais, c'est l'été, je prends ma voiture, je pars en vacances quelque part. Ben voilà, je pars faire un 100 km, c'est un voyage, un grand voyage, un long voyage. Et je dois dire que si je n'avais pas actuellement des contraintes, des obligations familiales et autres, j'aimerais partir pour de plus longues distances sur route. Pour faire des traversées Oui, de ça continents, c'est. des choses comme ça? Oui, voilà, ça me botte depuis pas mal de temps, mais bon, c'est vrai qu'il faut dégager là beaucoup de temps pour le faire. Mais le bitume, c'est ce sentiment de légèreté. On se dit, tiens, je vais m'envoler, je pars, je m'envole. On se rapproche plus de, finalement, presque de l'aventure, plus que de la Oui, course. c'est ça, c'est ça. Pour moi, je n'ai pas la notion de compétition. Je n'ai pas la notion de me battre contre quelqu'un d'autre ou même contre moi. J'essaie toujours de faire mon niveau, mais je me rends compte avec les années déjà que le niveau baisse, parce que c'est mathématique, hein. Plus tu prends en âge, plus ta vitesse baisse. Ça, tu peux faire tout ce que tu veux, à part quelques rares exceptions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un cas ou deux comme ça qui émergent, mais bon, c'est vraiment très très rare, parce que physiologiquement, tes mesures, elles changent. Tes datas changent, hein. On est comme des ordinateurs, au bout d'un moment, ça baisse. Donc, c'est plus de l'aventure, c'est plus du chemin parcouru. Donc, j'essaie de me maintenir toujours à mon niveau, mais avec le sentiment d'ouverture vers le monde, de liberté, de choix. Ça montre bien que c'est mon choix, hein. Et quand tu fais ce genre d'événement,
personne ne t'a guidé, c'est toi toute seule hein, qui a choisi ta course, qui a choisi ton élément, qui a choisi ta date, qui a choisi la distance. C'est toi, toute seule, comme Hmm. une grande. Tu as cette soif aussi de découverte. Oui, 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 j'aime bien découvrir. Alors c'est un peu paradoxal parce que je fais très souvent les mêmes courses. Une fois que j'ai goûté à une course, par exemple Millau, une fois que tu as goûté, tu dis bon, je vais y revenir tout de même parce que c'était peut-être juste le hasard si j'ai réussi. Donc tu y reviens. Tu dis ah ben oui, finalement c'est pareil, j'ai pris autant de plaisir. Puis après tu dis bon, je vais revenir encore une fois parce que bon, peut-être que là je peux faire différemment. Et puis là très souvent, ben, tu fais moins bien. Là tu dis c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai fait moins bien? Donc tu y retournes. Donc tu vois, tu as envie de découvrir plein de nouvelles courses, mais en même temps, j'aime bien refaire les courses que j'ai déjà faites. Alors à un moment, je me retrouvais avec une multitude de courses à faire, parce qu'il y avait toujours les nouvelles, plus les anciennes qu'il fallait faire, mais j'arrêtais plus. Donc tous les dimanches, j'avais une course. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas possible, quoi. J'ai des choix à faire, parce qu'avec les années, ça se bouscule. Il y a de plus en plus de courses importantes à faire, de courses que tu ne veux pas laisser de côté. Donc là, tu te dis, bon, soit je maintiens les anciennes courses, soit je prends de nouvelles courses pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et Voilà, c'est ce choix-là que tu as fait. oui, c'est ce choix-là que j'ai fait, mais enfin, je reviens encore sur des anciennes courses. Par exemple, le marathon des sables, j'y suis allée 9 fois. Tu vois, donc c'est Millau, je crois que je suis allée 4 ou 5 fois. euh, et d'autres innombrables courses. Tu dois bien connaître Patrick Bauer. Ah ben oui, bien sûr, tout à fait. Le Patrick qui quatrième. est passé dans le podcast, que je salue. Ah, d'accord, d'accord. Euh, Si, je connais bien Patrick. et alors, qu'est-ce qui t'a attiré sur le marathon des sables? Parce que et d'ailleurs, est-ce que tu peux représenter la course pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Déjà, le marathon des sables, c'est une course qui se passe sur plusieurs jours, ce qu'on appelle les courses à étapes. C'est-à-dire tous les soirs, on arrive euh, sur un lieu, un peu comme le Tour de France vélo. Hein. Le Tour de France vélo, c'est une caravane. Le marathon des sables, c'est une caravane où on déplace le bivouac tous les soirs d'un endroit à l'autre. Bien sûr, la distance ne se chiffre pas tellement en kilomètres, elle se chiffre pour moi en temps, même si on fait environ 250 kilomètres dans la semaine. Ça se chiffre en temps parce que les organisateurs essayent de, de nous mettre des parcours qui font environ 10 heures. Enfin, l'horaire limite, c'est 10 ou 11 heures par jour. Voilà ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire que le jour où on a des djebels, on aura peut-être moins de kilomètres, mais on aura le même temps, 10 ou 11 heures pour le faire. Tout ça, c'est en fonction de la difficulté. Le jour où on va faire que du désert plat, mais caillouteux, on aura un peu plus de kilomètres à faire. Ce qui me plaît dans le marathon des sables, c'est là aussi la communauté. C'est encore une autre communauté que les sans-bornards ou que les marathoniens ou que les coureurs du Paris-Versailles. Je veux dire, c'est une autre communauté. Quand on se voit, on n'a pas besoin de se parler. On se regarde dans les yeux, on sait ce à quoi pense l'autre, on sait où en est sa douleur, on sait s'il a soif, s'il a faim, on sait s'il a mal au ventre, on sait s'il est triste, on sait s'il est heureux, on se comprend, on sait s'il a froid. On a tous chaud, mais bon, on sait s'il a froid. Euh, parce que c'est vrai qu'il fait froid la nuit hein, dans le désert. Et c'est vrai aussi que quand on est déshydraté, on peut avoir des périodes de froid. Donc c'est important de se rendre compte si l'autre a des frissons. C'est une course, le marathon des sables, qui donne tellement d'émotions, tellement de joie. Je ne peux pas dire de souffrance parce que la joie est supérieure à la souffrance. Euh, D'ailleurs, très souvent, on pleure le soir, on pleure le matin, on pleure à la fin, on pleure au départ, mais on pleure parce qu'on est partagé entre cette douleur, ce plaisir, ce bonheur, cette joie d'être là, mais en même temps devant la difficulté qui nous attend, ou devant la difficulté qu'on vient de traverser. Mais c'est un bonheur, c'est pour ça qu'on y revient. Hmm. Ça me fait un peu penser quand je vois ces larmes de toutes ces personnes qui ont participé et qui sentent que c'est la fin, à la fin des colonies de vacances où les Oui, enfants ont passé un bon c'est ça, moment. c'est ça, c'est ça.
exactement ça. Et puis quand on y est, pendant la semaine où on y est, rien ne peut nous ébranler, si ce n'est la maladie ou l'accident. Mais je veux dire, rien ne peut nous ébranler. On mange par terre, on dort par terre. Moi, j'ai même pas de matelas ni d'oreiller. Je dors même le sol, comme bon nombre. Je veux dire, rien ne peut nous ébranler. Moi, dans la rue, dans la vie quotidienne, tu m'arrêtes pour me demander l'heure, j'ai peur en me disant qu'est-ce qu'il me veut, il va m'agresser. Là, on est seul dans le désert, on court la nuit tout seul, et tout se passe. On n'a même pas les mêmes sentiments que la vie normale. Euh, je dirais que la vie de valide, dans le sens valide euh, du quotidien. On est seul, on est face à nos bruits, face à nos réflexions, face à nos silences. On est face comme à l'étendue que pourrait être la mer, même si c'est le désert. On est face au large, on est face au soleil, face au vent, face au sable. Et ça donne encore un sentiment de liberté. Je reprends mon image tout à l'heure du 100 km face au voyage. Et bien là, on est face au voyage, un grand voyage qui va durer une semaine. Et on est tous là, on a tous signé, on est tous là, heureux d'être là, de participer à ce voyage. Puis c'est une semaine qui a le temps qui est un petit peu ébranlé. On sait pas vraiment la notion du temps n'est pas la même quand on est sur ce genre d'aventure. Certains parlent de tranches de vie, qu'il se passe tellement de choses en si peu de temps, mais en même temps c'est long, mais c'est court. Moi, je dirais pas que c'est long, je trouve toujours que c'est court. On arrive à la fin de la semaine, on dit ah non, on va pas rentrer. Ah non, 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 je reste là. Et pourtant, on rêve d'une douche, on rêve de se laver la tête, on rêve de se coiffer, on rêve de se maquiller, de mettre des escarpins. Mais de notre côté, on veut rester à dormir par terre, dans notre duvet, à se faire notre tambouille comme on peut. Euh, non, on veut rester là. On trouve que c'est trop court. Et d'ailleurs, aussitôt rentré, on signe pour repartir la fois d'après. Hmm. Finalement, le bonheur c'est simple. Tout à fait. On s'embarrasse. Alors c'est drôle parce que chaque fois que je reviens du marathon des sables, je vends plein d'affaires chez moi. Je vends, je veux faire le vide, je trouve que j'ai trop de choses. Je me dis non, mais pourquoi c'est inutile? Et puis après, ben, malgré tout, on est repris par notre vie de consommateur. Mais on se rend compte quand on est dans le désert, c'est comme celui qui vit sur son bateau. Celui qui est sur les mers tout au long de l'année, il a juste un t-shirt, un short et des tongs, et puis il est heureux. Eh bien, c'est un peu ça. Bon, la différence, c'est que dans le désert, tout de même, il y a une grande, je dirais, pauvreté. Hein. Il y a une grande manque de confort. Le manque de confort et surtout le manque d'eau, hein, pour se laver. Je dis ça parce que nous, on le fait en tant que loisir. Je ne sais pas si le faire au quotidien tout au long de l'année, je dirais la même chose, sûrement pas. Mais quand ce sont des périodes de vie comme ça, quand ce sont des moments que l'on s'octroie, pour moi, toutes ces courses, ça fait partie de mes vacances. Ce sont mes vacances. Euh, Bon nombre d'autres gens, je ne sais pas, vont aller faire autre chose pendant ses vacances. Moi, c'est retrouver la communauté du Marathon des Sables ou d'autres courses semblables. Je fais d'autres courses, je ne fais pas que le Marathon des Sables. Hein. Je fais d'autres courses à étapes. C'est prendre du temps pour ça. Eh bien, pour moi, je le prends sur mon temps de vacances et mon argent de vacances. Hmm. Ah, je pense, quelque chose qui est très difficile à comprendre pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Et qu'est-ce que pense ton entourage justement de tout ça maintenant que tu fais ça depuis? Alors, tu nous as parlé au début, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Eh bien, la même chose qu'il y a 40 ans, la même chose qu'il y a 40 ans, mais ils n'osent plus le dire. Donc, ils n'osent plus le dire. Et ce que je fais depuis pas mal d'années, c'est que, bon, à part à mon mari, à qui je le dis, mais j'informe au dernier moment. Ah oui. Au dernier moment, j'informe, même dans mes amis, même dans mes clubs, même dans tout ça. Si on me pose la question, je dis oui, bien sûr que je pars. Mais si on ne me pose pas la question, je n'en parle pas. Parce que les gens ne comprennent pas. Mais même dans les clubs de sport, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi tu fais ça? Ils me disent, pourquoi à ton âge tu fais encore ça? Sachant qu'eux-mêmes n'ont jamais fait ça, hein, même quel que soit leur âge. Ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que c'est appréciable quand on trouve enfin des gens comme nous,
c'est pour ça quand je parle de communauté, c'est que les gens qui sont là, ils ont les mêmes remarques, ils ont les mêmes réflexions, ils ont les mêmes questionnements de leur entourage. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais après quoi tu cours? Alors moi, on m'a dit, mais tu as dû être malheureuse dans ton enfance, tu as dû être, je sais plus, battue, machin, tout ce qu'on veut. Je lui dis non, ça n'a rien à voir. Être en quête de quelque chose et arriver à trouver ce que l'on cherche, je trouve que c'est une réussite. Beaucoup de gens passent leur vie à se chercher, à chercher quelque chose. Moi, je l'ai trouvé. Et puis tu retournes le chercher. Ah ben oui, parce que c'est tellement beau. Hmm. Et alors, justement, comment est-ce que tu vois l'avenir, la suite parce que quand on a fait toutes ces courses, euh, forcément, au bout d'un moment, on peut en faire moins. Euh, Comment est-ce que tu as préparé peut-être cette transition vers moins, ou tu te laisses vivre, porter, et puis l'avenir nous le dira? Enfin, je ne suis pas tellement quelqu'un qui se laisse vivre, hein, mais euh, alors c'est vrai que je fais moins de compétition parce que bon, aller courir maintenant pour 10 km ou 20 km, ça m'intéresse pas. Le marathon encore moins puisque ma vitesse a énormément baissé. Donc, par contre, j'espère avoir encore la santé et la forme, hein. Pour l'instant, tout va bien. Donc, j'espère me maintenir comme ça. C'est pour ça que je fais pas d'excès de quoi que ce soit. Je mange de tout, je bois de tout, mais sans excès. J'ai aucun traitement, aucun médicament, aucun suivi particulier. Donc, j'espère rester comme ça pour pouvoir continuer à faire de grandes courses comme le marathon des sables ou similaires. Euh, Tant que j'arrive à le faire, je maintiendrai. Sinon, je me suis orientée vers le golf, donc je fais pas mal de golf. Et je me suis orientée aussi vers les randonnées rapides, ce qu'on appelle la randonnée rapide, qui donne aussi un sentiment d'effort physique, hein, d'effort musculaire, d'effort physique. Mais je ne me pose pas la question sur l'arrêt de la course à pied. Pour l'instant, ça roule, ça tourne. Hmm. Je prends je dirais toutes les semaines, je prends le calendrier pour être des courses à étapes, pour être sûr de ne pas me tromper, pour être sûr des bons choix, pour voir comment je l'arrange avec dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Je suis tout le temps sur mon agenda pour voir comment et où je peux placer une course et comment je peux déplacer les autres obligations que j'ai pour pouvoir faire une course. Donc pour l'instant, je vois pas la fin, quoi. Hmm. Et on dit souvent que dans une aventure, quelle qu'elle soit, il y a toujours trois phases. Il y a la phase de préparation, la phase où on fait le projet, l'aventure, et la phase de retransmission. Ce qu'on est en train de faire là, c'est finalement un peu de la retransmission. C'est le livre que tu as entrepris d'écrire, c'est aussi de la retransmission. Et est-ce que tu as peut-être envisagé aussi d'autres formes de retransmission, comme de l'accompagnement, d'autres, je sais pas, de l'entraînement, des choses comme ça? Alors, déjà, il y a quelques années, hein, quand je faisais des 100 kilomètres, j'écrivais parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je faisais toujours un petit compte rendu de ma course. C'était pour moi et c'était surtout que je le diffusais à mes amis. Et il m'est arrivé sur des courses de 100 kilomètres des gens qui me disaient ah, vous devez être Anne. Je disais oui, mais on se connaît d'où? J'ai lu vos articles, j'ai lu vos textes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vous ai lu. Ça m'avait frappé, tu vois, à l'époque, alors que les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Et, hum, et maintenant, quand on me demande, je donne des conseils. Sur la communauté de, du Marathon des Sables, je suis très active. Sur les autres communautés de coureurs, même à l'international, je suis très active. Et là, dans quelques jours, là, dans 2 semaines, je ne sais pas quelle journée, oui, dans 13 jours, je pars accompagner, je vais être la guide d'un handicapé pour faire 600 km en courant, de Bordeaux à l'Élysée, puisque son objectif à mon copain qui s'appelle Grégory, qui a 38 ou 39 ans, son rêve, c'est de partir de Bordeaux où il habite pour aller jusqu'à l'Élysée. Voilà. Est-ce que bon, il est en discussion avec l'Élysée, je ne sais pas s'ils auront d'autres chats à fouetter que nous, mais euh, c'est son objectif, c'est symbolique. Donc même si on est juste sur
le trottoir de l'Élysée, mais bon, c'est symbolique. Donc voilà, je vais partir sur 600 km avec Grégory, qui est hémiplégique. Bon, c'est un coureur tout de même, hein, il a déjà fait plein de courses, mais on part tous les deux. Au départ, on était tous les deux, puisqu'il avait ce projet depuis des années, mais il trouvait personne dans son milieu sportif pour l'accompagner, jusqu'à ce que, stupidement, il y a 3 ou 4 mois, je lui ai dit, écoute, si il n'y a personne, je peux le faire avec toi. Et bien sûr, il a sauté sur l'occasion, et quelques heures après, j'avais un draft de programme. Là-dessus, ben, on a cherché une bonne âme pour nous accompagner avec une voiture suiveuse. On a trouvé une copine que j'avais rencontrée lors d'une course à Fuerteventura, euh, qui est rentrée de Polynésie pour nous accompagner avec sa voiture. Et on a finalement recruté aussi un copain pour courir avec moi et Grégory, parce qu'on ne sait pas, il peut se passer une blessure, mais moi, je peux être blessée ou malade, et pour que on puisse continuer à accompagner notre ami jusqu'à l'Élysée. Voilà, donc on sera 4 sur cette opération. Ça, c'est de la retransmission, ça, c'est de l'aide, hein, de l'aide gratuite. Hein. Ça va me prendre 2 semaines. Pendant 14 jours, on va courir tous les jours 50 km. Courir ou marcher, hein, parce que Grégory est tout de même hémiplégique, donc il court, mais il marche aussi. Voilà, pour moi, ça fait partie de la retransmission. Et bien sûr, quand je suis arrivée là, cette année au Marathon des Sables, il y a des personnes qui sont venues me voir parce que j'avais le dossard, sur mon dossard, il y avait mon prénom. Les gens m'ont dit, ah, ben vous êtes Anne, celle qui nous a répondu à plein de questions qu'on se posait sur le Marathon des Sables. Donc tu vois, c'est de la retransmission en permanence. J'adore ça. Et je fais ça avec plaisir. En fait, si je fais ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que la première fois que je me suis lancée sur un 100 km, j'avais une copine qui faisait des 100 km. À l'époque, donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et je lui avais demandé quelques tuyaux, des tuyaux aussi simples, qu'est-ce que tu bois pendant le 100 km. Elle m'a jamais répondu. Elle m'a donné aucune information. Je me suis dit, mais comment peut-on garder des informations pour soi? Ça m'a choquée. Elle Voilà, voulait pas j'ai te lu. transmettre ses... Oui, oui, je sais pas pourquoi, mais bon, enfin si, je crois savoir pourquoi, mais euh, aucune information. Et qu'est-ce que tu manges? Rien. Tu vois, enfin, elle m'a rien dit. Et quand j'ai voulu faire le premier marathon des sables, pareil, j'ai demandé à une personne, j'ai demandé qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire comme conseil? Et bon, une personne m'a répondu, hein, mais l'autre personne m'a dit, bah, écoute, regarde le film du marathon des sables et tu comprendras. That's all. Hmm. Et donc là, je me suis dit, non, moi, je veux pas être comme ça. Moi, je veux former les gens, les informer, répondre à leurs questions, à leurs questionnements, leur, euh, leur partager tout ce que moi, j'ai pu rencontrer lors de ces étapes-là. Hmm. Voilà. C'est un peu comme les pêcheurs qui ne donnent pas leur coin de pêche. C'est ça. Ou les ramasseurs de champignons qui disent pas où ils ont trouvé leur cèpe. C'est un C'est peu ça. c'est ça. Alors que moi, tu vois, cet après-midi, après le golf, je dois aller aux champignons avec une copine. Je vais l'amener à l'endroit où je ramasse mes cèpes. Hmm. Bah écoute, c'est pour moi aussi vraiment le propre de la vie. On s'est toujours raconté des histoires hein, depuis très très longtemps et c'est à ça que ça sert, les histoires, à transmettre, à éviter aux autres de faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire soi-même. Oui, oui. Et puis, je trouve que c'est beau de raconter des histoires. C'est beau d'expliquer que si on a un rêve, tout rêve est atteignable. La seule chose, c'est qu'il faut le doser, il faut le mesurer, le doser et appliquer toutes ces petites informations au fil du temps pour que ce rêve soit atteignable et soit atteint. Tout à l'heure, tu parlais d'objectifs que tu avais vus en entreprise. J'imagine que c'était la matrice SMART que vous aviez Et utilisée. ça aussi, oui, aussi, bien sûr. Hmm. Ah, Tu sais, j'ai c'est... travaillé, j'ai travaillé beaucoup dans les boîtes américaines, donc on est très programmé comme ça, hein. On a des concepts et il faut les appliquer. Mais j'applique ça, je dirais, dans mes exercices sportifs et privés aussi, quoi. Je veux dire, les choses doivent être mises en place pour qu'elles soient atteignables. Hmm. Et alors, c'est justement, ce 600 km, Oui. tu estimes que c'est un objectif
qui va être difficile mais atteignable? Alors c'est très, très difficile, hein, très, très difficile parce que c'est la durée, hein. C'est la durée, 2 semaines, c'est en novembre. On arrive fin novembre sur Paris. Mmh. Quelle va être la météo? On ne sait pas. Comment vont être, nos pieds? Quel va être l'état de nos pieds si on est dans l'eau toute la journée pendant 10 heures? Qu'est-ce que ça va donner? Ça, ce sont des phénomènes qui m'angoissent le plus que tout, c'est-à-dire notre état physique. Euh, Est-ce qu'on va pas être malade? Est-ce qu'on va pas être ne serait-ce qu'enrhumé ou mal aux dents ou... Ça, ce sont les freins qui peuvent nous bloquer. Le reste, euh, nous sommes tous les quatre très motivés, très têtus, très, très portés sur l'objectif. Mais la santé physique, si tu veux, c'est ça qui pourra nous arrêter, quoi. Mmh. Et alors justement, tu estimes qu'après avoir fait donc le marathon des sables qui s'est terminé il y a quelques semaines, Oui. tu auras suffisamment récupéré pour aller faire 600 kilomètres. Je trouve ça incroyable. Euh, oui, je pense, parce que tu sais, on va faire 600 kilomètres, mais on va pas beaucoup courir. On va courir, marcher, on va alterner course-marche, course-marche. Euh, je te dis, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'état des pieds. L'état Mmh. des pieds dans l'eau. Euh, Même s'il pleut pas tout le temps, le fait de marcher dans l'herbe ou de marcher dans des flaques, euh, quand il y a les pieds mouillés pendant des heures et tous les jours, et si nos chaussures ne sèchent pas pour le lendemain, euh, tu vois, c'est un peu dur. J'ai fait Mmh. comme ça des courses au Costa Rica où il pleuvait toute la journée et le lendemain, tu remettais tes chaussures mouillées, tes chaussettes mouillées et ton pantalon mouillé. C'est burk, burk, burk sur le Mmh. moment. Une fois que tu es parti, ça va, mais pour les remettre, c'est dur. Et là, c'était des courses au Costa Rica que d'une semaine. Mais là, c'est 2 semaines. 2 semaines, c'est très long. Très, très long. Ouais, mentalement, faut être solide, hein. Oui, donc et on va se nourrir avec du chocolat. On dit que ça En maintient, ça donne la forme. en parlant des pieds, sur le Oui, marathon des sables, tu as peut-être croisé, Alain Cayeux, heu, oui, 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 oui. ouais, Oui, oui, bien sûr, c'est un phénomène. qui a fait le marathon des sables en tongs et C'est ça. qui est aussi passé, dans dans le podcast. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Si, Heu, si, oui, oui. c'est quelque chose que toi tu trouvais incroyable de voir, le phénomène Alain, en tongs après, Alors, Alain, c'est pas que l'histoire des tongs, c'est un phénomène lui tout seul. Il a besoin, même si on voit pas ses pieds, si on voit pas ses tongs, on voit cette niaque qu'il a, ce regard. Il a un regard et une mâchoire de carnassier. C'est un croqueur de vie. Il adore les contacts. Je crois qu'il pourrait parler aux rochers, il pourrait parler aux pierres, il pourrait parler à la mer, il peut parler au sable. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui est communicatif. Il transpire de joie de vivre, il transpire de bonheur. C'est un garçon formidable, formidable. mmh, je suis, tout à fait d'accord Mhm. avec cette présentation d'Alain et on salue Alain s'il nous écoute. Oui, j'espère qu'il nous écoute. Je lui avais proposé de dormir dans ma chambre d'hôtel et puis au dernier moment, ça n'a pas pu se faire parce que c'est un grand voyageur. Il, c'est un vrai routard, ce qu'on appelle le routard dans toute sa splendeur, hein. Il a besoin de pas grand-chose. Il a besoin de ses tongs. Et encore, il peut marcher pieds nus. Mais il a besoin de ses tongs, une brosse à dents et un Bermuda, et c'est tout. Et en Et après, avant. et en avant, il va partout. Rien ne l'effraie. Et il est arrivé là-bas sur place, il avait rien. Mais il a été avec son sourire et sa joie de vivre de tante en tante, et il a récolté tout ce dont il avait besoin, quoi. C'est vraiment un routard dans toute sa splendeur, et si les gens pouvaient lui ressembler, quel bonheur, quel Mmh. bonheur. Eh bien, je vous invite à aller écouter, l'épisode avec Alain, que vous en Ah, je saurez vais un peu aller plus l'écouter. Mm. sur sur son parcours de vie aussi, on en parle Oui, en long, oui. en large, en travers. Hem, Anne, on arrive gentiment à la fin de notre échange.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à dire, présenter, dont on n'aurait pas parlé? Ce que je dirais, c'est que il faut persévérer. Il faut persévérer. Le premier 100 km que j'ai fait, j'étais dans la ligne de départ avec un monsieur que je connaissais pas, hein, mais j'étais toute seule au milieu de plein de gens. Et j'entendais le monsieur qui disait que ça faisait 16 fois qu'il prenait le départ du 100 km de Millau et 15 fois qu'il avait échoué. Mmh. Et je lui ai demandé pourquoi. Là, je me suis tournée vers lui, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que je pars trop vite. Et j'ai su qu'il avait échoué encore cette fois-là. Mais moi, tout le long, j'ai pensé à lui. Sur le marathon des sables, pareil, j'avais entendu une personne qui l'avait fait 2 ou 3 fois et qui avait échoué. Et là, pareil, mon premier marathon des sables, j'ai pensé à cette personne. Et donc tout ça pour dire que il faut persévérer, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, il faut s'entraîner, il ne faut pas prendre le sport à la légère, même si j'essaie de mettre un peu de légèreté dans mes propos. Il ne faut pas prendre le sport à la légère, il faut le prendre avec une régularité, une persévérance et avec un objectif à atteindre. Et je crois que sans objectif à atteindre, on ne peut pas avancer. Ah bah, c'est sûr qu'on doit avoir une belle définition de cet objectif qui est assez clair pour soi, pour pouvoir trouver l'envie et l'énergie d'aller s'entraîner au quotidien, C'est ça, et puis respecter une certaine hygiène de vie, qui nous c'est fera ça, durer aussi, c'est c'est ça. important. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à vouloir aller vite, trop vite, tout de suite, augmenter les distances sans avoir la patience de l'expérience. Et c'est important aussi d'avoir des messages comme le tien qui incitent toute la jeune génération dont je fais partie à prendre son temps. Oui, parce que actuellement, enfin depuis quelques années, là, on se rend compte qu'on est sur le consommable, le jetable, on veut tout, tout vite, on passe d'un sport à un autre. Alors, c'est bien de varier les plaisirs, bien sûr, c'est bien de varier les activités, mais quelle que soit l'activité, il faut s'entraîner et il faut persévérer. Hmm. Eh bien, c'est un plutôt beau message de fin, je trouve. Merci. Merci beaucoup, Anne, pour cet Merci à échange toi. qui a été très enrichissant, très sympa. Merci. Et je te souhaite, et je vous souhaite, vous quatre, une belle aventure sur ces 600 km. J'espère que tout se passera bien et je suis sûre que ça se passera bien. Sinon, au pire, si ça se passe pas bien, ben on recommencera. Voilà. Merci beaucoup, Anne, et à bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.